Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui dans cet épisode, on va parler d'une course bien particulière et surtout d'une autre époque, puisqu'on va parler de la Camel Marathon Bike. Alors que vous soyez en VFR ou en Goldwyn, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. C'est mal de fumer, ça, tout le monde le sait. Aujourd'hui, c'est même une question de santé publique. Mais dans les années 1980, cette problématique n'existait pas encore. À l'époque, la publicité pour le tabac était même omniprésente. Et certaines marques n'hésitaient pas à associer leur image à des événements sportifs pour toucher un public plus large. On peut penser à Marlboro, sponsor iconique en Formule 1, Chesterfield, qui sponsorisait pas mal de pilotes du Dakar comme Franco Pico, et évidemment à Camel avec son iconographique chameau fumant une cigarette. Et cette dernière est une marque de cigarettes lancée en 1913 par R.J. Reynolds. Et dans les années 1980, Camel s'est forgé une image de marque autour de l'aventure, du défi et de la virilité. Leur campagne publicitaire mettait en avant des vrais bonhommes, des explorateurs, des aventuriers et des pilotes casse-cou et intrépides, souvent représentés d'ailleurs comme dans des environnements hyper extrêmes, à savoir le désert, la savane, la forêt amazonienne et j'en passe. Cette stratégie visait à associer la consommation des cigarettes Camel à un mode de vie audacieux et libre, renforçant l'idée que fumer Camel se voulait être un symbole de courage et d'indépendance. Et c'est dans ce contexte qu'est née la Camel Marathon Bike. Cette course mythique qui, bien qu'elle soit souvent moins connue que d'autres épreuves de rallye, a marqué le monde de la moto des années 1980. Et quand je dis qu'elle a été lancée dans les années 1980, c'est plus précisément entre 1987 et 1989, à une époque où les rallyes et les courses d'endurance étaient en plein essor, notamment avec le succès du Paris-Dakar, mais aussi du groupe B et d'énormément de micro-compétitions de rallye à travers le monde. Et Camel, en tant que sponsor, souhaitait s'associer à ce mouvement en créant une course moto tout-terrain qui mettrait à l'épreuve l'endurance des pilotes et la robustesse des machines. Il le faisait déjà en voiture avec la Camel Trophy. Mais là, ils se sont rendus compte que le Dakar, c'était certes des voitures, mais c'était aussi des motos, et que entre guillemets, le côté moto intéressait beaucoup de gens. Donc, let's go. Sauf que le problème, c'est que Camel, c'est une marque de cigarettes. C'est pas un motoriste et c'est pas une marque de moto. Donc, ils vont s'associer au géant japonais Honda. Et qu'est-ce que Honda avait en stock à cette époque-là, d'assez robuste et fiable pour affronter des environnements aussi extrêmes? Et c'est tout simplement des Dominator 650. Et quoi de mieux que ces motos qui sont robustes, fiables et capables de conquérir tout terrain difficile. C'était parfaitement adapté pour cette course, qui donc allait se dérouler dans des conditions extrêmes. Et extrême, c'est bien le mot qui résume la Camel Marathon Bike. Une épreuve qui s'est donc tenue en 3 éditions, chacune dans un lieu différent, mais toutes marquées par une intensité et une dangerosité qui restent inégalées. La première édition, c'était en Californie, en 1987 donc. La première édition s'est déroulée dans le désert de Californie, un cadre emblématique pour les amateurs de sensations fortes. Le parcours long de plusieurs centaines de kilomètres traversait des étendues désertiques où la chaleur accablante atteignait facilement les 40 degrés. Les participants, équipés de leur Dominator, devaient non seulement faire face aux éléments, mais aussi à une piste semée d'embûches, sables mouvants, dunes abruptes et sections rocheuses. Cette première édition a mis en avant la résistance physique et mentale des pilotes, mais aussi les limites des machines. Parce que beaucoup ont abandonné en cours de route, soit victimes de déshydratation, soit victimes de panne mécanique, ou tout simplement à cause de la difficulté du parcours. Mais sinon, à part ça, on peut dire que la première édition est un franc succès, que ce soit au niveau des participants qui ont adoré, entre guillemets, même si c'était très compliqué, et puis surtout au niveau des retombées médiatiques, presse et publicitaires. En effet, ça a fait grand bruit. Et surtout, j'ai oublié de vous dire, on était sur des motos entièrement jaunes et bleues avec des logos Camel absolument partout. Et même l'équipement du pilote était lui aussi en jaune et bleu, pareil avec du Camel partout. En fait, c'était le seul sponsor. Donc vraiment, uniquement de la pub. Incroyable. Et que peu importe le pilote qui gagne, en fait, c'est un pilote Camel, quoi. Donc c'est entièrement logique que la marque se dise « Allez, on refait une deuxième édition parce que là, ils ont tout gagné ». Donc, l'année suivante, en 1988, la Camel Marathon Bike prend une autre tournure encore plus audacieuse en s'aventurant en Afrique, au cœur du Zaïre, qui est l'actuelle République démocratique du Congo. Cette édition est probablement la plus radicale des trois,
car se déroulant dans la jungle équatoriale, un environnement totalement différent du désert californien. Le parcours, cette fois-ci, était un véritable cauchemar logistique, des pistes boueuses rendues impraticables par des pluies torrentielles, une humidité écrasante et une faune sauvage qui n'hésitait pas à s'inviter sur le tracé. Les pilotes devaient non seulement naviguer à travers des villages reculés et des rivières en crue, mais aussi éviter les insectes porteurs de maladies et les animaux dangereux, comme notamment des lions, des éléphants, des rhinocéros, et j'en passe. Ça rajoute un côté un peu rigolo quand même. C'est au cours de cette édition qu'une anecdote célèbre a vu le jour. Un pilote, à bout de force, après des heures de lutte contre la boue et la chaleur, a fini par plonger sa moto dans une rivière pour se rafraîchir, au risque de noyer son moteur. Et heureusement, il a pu repartir après un temps de séchage improvisé. Mais cette histoire est devenue l'un des symboles de l'esprit de survie nécessaire pour participer à cette course. Bon, et encore une fois, c'est un succès d'un point de vue médiatique, les retombées presse, la publicité, bref, tout le monde est content. Mais les organisateurs de Camel sont quand même pas passés loin du drame avec les animaux un peu exotiques dont je vous ai parlé juste avant. Alors, du coup, on abandonne le continent africain et on part en Amérique du Sud. Parce que la dernière édition de la Camel Marathon Bike en 1989 s'est déroulée au Pérou, et plus précisément dans la région des Andes, marquant la fin de cette épopée unique. Ce parcours offrait un mélange détonnant entre les hautes altitudes et les déserts côtiers. Un défi à la fois pour les machines et pour les hommes, mais sans avoir l'habitude avec la compétition. Les participants ont dû faire face à des cols montagneux atteignant les 4500 mètres d'altitude, où l'air se faisait rare et les pannes mécaniques fréquentes en raison du manque d'oxygène. De plus, les vents violents et les températures glaciales, contrastant avec les journées de chaleur intenses dans le désert, en contrebas, ont mis à rude épreuve les pilotes et leurs motos. Parce que c'est tout simple, en gros, le matin, vous étiez dans le désert, la moto, elle était chaude comme jamais, et le soir, vous étiez au-dessus du désert, dans un froid glacial, avec souvent une moto qui ne veut pas démarrer parce qu'il fait trop froid et parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Enfin, je vous imagine les galères que ça devait être. Et au final, une arrivée quand même sur les lignes de Nazca. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais donc, c'est un endroit où il y a des ruines et des dessins immenses qu'on voit depuis l'espace, qui sont là depuis des milliers d'années. Donc ça devait quand même avoir une sacrée gueule. D'ailleurs, les pilotes, quand ils arrivaient, décrivaient vraiment une sensation particulière, un truc un peu mystique. En même temps, les mecs, ils venaient de se faire genre 1000 km dans le chaud extrême, dans le froid extrême. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ils devaient être dans un état de concentration et juste mental très particulier. Bon, bah c'est génial, cette compétition, elle est trop sympa, je veux dire, elle respire le grand air, on est vraiment au milieu de monuments naturels, enfin c'est beau. Alors pourquoi aujourd'hui on n'a plus ce genre de course ? Parce que c'est vraiment une course d'un autre temps. La Camel Marathon Bike, bien que grandiose, appartient désormais à une époque révolue. Oui, parce que les années 1980, c'était une ère où la sécurité des participants était souvent reléguée au second plan. Bien moins important que le spectacle et l'aventure ressentis par les spectateurs. Et puis il n'y a même pas que ça. Alors évidemment les normes de sécurité ont drastiquement augmenté avec le temps, mais on pourrait toujours envoyer des mecs au fin fond du Pérou. D'ailleurs il y a des courses au fin fond du Pérou. Donc on pourrait encore envoyer des gens à travers le monde comme ça, mais déjà c'est mal vu d'un point de vue écologique. D'envoyer aujourd'hui, quand on voit le Dakar, il y a un peu un côté... c'est des Occidentaux qui vont faire la course là où ils ne vivent pas, dans des zones où la pauvreté est extrêmement importante, et qui vont faire joujou avec des gros bolides. Alors, je caricature, hein, je sais que c'est pas ça, mais il y a beaucoup de gens et l'opinion publique voient un peu la chose comme ça. Mais puis surtout, ce qu'on a tendance un peu à oublier, c'est qu'on parle d'une marque de cigarettes. Alors aujourd'hui, en France, c'est interdit de faire la publicité de la cigarette. Alors, un événement sportif sponsorisé par une marque de cigarettes, n'en parlons même pas. Parce que déjà, en fait, s'il n'y avait pas ces lois-là, bah en fait, on sait que la cigarette, c'est mauvais. Donc, on ne peut pas sponsoriser un événement sportif avec, puisqu'on sait que quelqu'un qui fume... Alors là, c'est des sports mécaniques, mais dans l'idée, on sait que quelqu'un qui fume va avoir des compétences moindre que quelqu'un qui ne fume pas, voire va avoir des maladies, voire va mourir. Alors, vraiment, c'est de la merde. À ce niveau-là, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais j'ai l'impression que ni Honda ni Camel ne communiquent sur ces courses, parce que je trouve très peu d'informations. C'est-à-dire que
pour faire cet épisode, j'ai dû m'aider de blogs écrits par des anciens pilotes en espagnol. Je vous laisse imaginer la galère. Et puis surtout, en fait, il n'y a pas de page Wikipédia, il n'y a pas de blog en français qui parle de ça, et pourtant il y a eu des pilotes en français qui ont participé. Mais on trouve très très peu d'informations. C'est-à-dire que le nombre de participants, par exemple, c'est compliqué à trouver. On a du mal à trouver même la localisation. J'ai mis du temps à trouver les 3 localisations. En fait, on a l'impression que on a enfoui ça dans le passé, et on veut pas du tout revenir là-dessus parce que c'est en vrai un peu problématique. D'une marque de cigarettes qui crée une compétition, c'est même très problématique. Et dites-vous que je connais des fumeurs qui ont 50, 60 ans, donc qui étaient là dans les années 80, qui fumaient déjà des Camel dans les années 80 et qui n'ont aucun souvenir de cette course. Tellement elle est passée aux oubliettes parce que, entre guillemets, vous verrez jamais Honda communiquer là-dessus. C'est pas possible aujourd'hui pour une marque en 2024, bientôt 2025, de communiquer sur une ancienne course qu'ils ont fait avec une marque de cigarettes. C'est trop craignos. Sauf que moi je voulais en parler parce que c'est un peu un témoignage d'une époque où le danger et l'audace allaient de pair avec le sport extrême et où l'esprit d'aventure primait sur toutes les considérations, que ce soit la sécurité ou même la santé. La Camel Marathon Bike, c'était pas seulement une course, c'était un rite de passage pour plein de motards, les plus endurcis, un test ultime de leur endurance et de leur ténacité, mais aussi une réflexion qu'on peut avoir a posteriori sur une époque où le sponsoring par une marque de cigarettes faisait partie intégrante du décor. On est vraiment sur 2 époques qui se confrontent. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui très très compliqué d'arriver à mettre la main sur une de ces dominators. Il y en a eu plein à l'époque, il y en a eu, je pense, une 50aine, voire peut-être une 100aine de motos faites en collaboration entre Camel et Honda. Mais pour le coup, aujourd'hui, on n'en trouve aucune sur les sites d'annonces. J'ai feuilleté, et je pense que si on en trouve une, parce qu'il y a des vidéos et des photos récentes, je pense que si on en trouve une, ça doit valoir une petite fortune, tellement c'est rare et tellement c'est exclusif, en fait, parce qu'on est vraiment sur un partenariat d'usine entre Honda et Camel. Alors voilà, on n'aura plus de courses et de compétitions comme la Camel Marathon Bike. C'est triste, mais c'est peut-être mieux ainsi. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route et surtout, veillez à vous.